Comme expliqué précédemment, nous avons besoin d'un nouveau modèle pour enfin expliquer certaines des observations avec lesquelles les scientifiques luttent depuis des décennies, voire des siècles. Ce modèle implique des changements radicaux dans notre vision de l'architecture de l'univers. Voyons quelles sont ses implications et les hypothèses desquelles nous devons partir. D'abord, il faut se rappeler que nous utilisons toujours les ondes ou les champs électromagnétiques pour observer et mesurer directement les événements physiques et les objets. Par exemple, ce sont les photons de lumière qui nous permettent de voir une orange. Ces photons sont des constituants d'un cas particulier d'onde électromagnétique qu'on appelle la lumière. Mais les forces électromagnétiques sont aussi ce qui nous fait ressentir des objets et empêchent par exemple une main de traverser une table. Et on peut généraliser ce principe car ce qui nous permet de percevoir les choses sont toujours les champs électromagnétiques. Ok, mais si nous observons les choses grâce à des champs électromagnétiques, que se passe-t-il si nous voulons aller plus loin et observer les entités et processus qui créent les événements que nous observons directement sous forme d'ondes électromagnétiques ? Nous ne pouvons pas avoir un accès direct à ces entités, car par définition, elles existent en deçà des ondes électromagnétiques. Nous devons donc supposer qu'il existe un autre domaine ou d'autres dimensions du domaine dans lequel nous vivons, où ces entités existent et suivent des règles qui finissent par produire les événements que nous pouvons observer. Notez bien les noms que nous allons utiliser pour les deux domaines, le domaine spatio-temporel ou espace-temps et le domaine du substrat quantique. Voyons maintenant comment les choses fonctionnent quand on regarde une orange par exemple. D'un point de vue macroscopique, une onde lumineuse frappe l'orange, puis semble rebondir vers nos yeux. C'est ce que nous observons dans le domaine spatio-temporel. Regardons maintenant de plus près ce qui se passe. Attention, les images que vous allez voir servent à vous donner une idée de ce qui se passe, mais ne représentent pas des objets qui peuvent être observés directement tels qu'ils sont montrés, bien qu'ils soient bien réels. Ok, étudions un pixel de la peau d'orange, et cela peut bien sûr être généralisé au groupe de pixels qui composent l'image de l'orange. Un atome dans l'orange reçoit un photon lumineux, ce qui augmente l'énergie de l'atome. Ensuite, selon un certain taux de désintégration, l'atome va libérer un photon d'énergie et retrouvera son niveau d'énergie standard. Ce photon sera envoyé à l'un des atomes de notre œil, qui verra à son tour son niveau d'énergie mis à jour. Et les choses continueront ainsi jusqu'à ce qu'un photon transmut atteigne un atome des photocellules rétiniennes de notre œil, déclenchant une réaction électrochimique en chaîne afin que nous puissions le percevoir. Tout cela semble se produire dans le domaine de l'espace-temps. Du moins, c'est ce que disent la plupart des théories actuelles de la physique quantique. Mais la théorie que je vous présente est, différente. Ce qui se passe vraiment, selon cette théorie, c'est que l'énergie reçue atteint l'atome de l'orange dans le domaine du substrat quantique, ce qui déclenche alors une série d'interactions dans ce domaine avec tous les atomes potentiellement récepteurs. Ces interactions vont déterminer les probabilités d'atteindre chacun de ces atomes. À partir de ces probabilités, une règle stochastique applicable à ce domaine choisira l'un des candidats. C'est cet atome qui verra son niveau d'énergie augmenter. C'est tout cela qui crée l'événement que nous observerons dans le domaine spatio-temporel. Mais encore une fois, notez que ce qui a créé cet événement s'est produit dans le domaine du substrat quantique et que l'événement résultant est la combinaison de l'événement d'émission, de l'événement de réception et de l'énergie du photon transféré. Nous verrons dans les prochaines vidéos comment cette nouvelle interprétation peut être utilisée pour expliquer des comportements d'éléments dans notre univers jusqu'à présent inexpliqués. Cela signifie aussi que l'espace-temps n'existe pas en lui-même. En d'autres termes, ce n'est pas un espace dans lequel des objets et particules se déplacent, mais qu'il est défini par les événements eux-mêmes et mis à jour en temps réel pour être observé par nos sens ou en appareil de laboratoire grâce aux champs électromagnétiques. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on ne peut pas observer directement ces interactions réelles qui se produisent dans le domaine du substrat quantique. Eh bien, tout d'abord, les sens des êtres humains ne peuvent détecter que les changements d'énergie dans les atomes de leur corps. Cela s'applique aussi aux machines et aux équipements de laboratoire. Ainsi, les seules interactions que nous pouvons observer directement impliquent un transfert d'énergie, qui peut être observé comme un événement dans l'espace à 4 dimensions. Le reste des interactions reste caché dans les dimensions du substrat quantique. Nous sommes un peu comme des êtres minuscules qui vivraient dans un plan bidimensionnel. Tout ce qu'ils pourraient voir et ressentir, c'est ce qui se passe dans ce plan. Mais supposons qu'une sphère tridimensionnelle traverse le plan dans lequel ils vivent. Tout ce qu'ils pourraient voir, c'est la ligne d'intersection de la sphère 3D avec leur espace bidimensionnel. Et ils pourraient en déduire qu'il s'agit d'un cercle. Et de même, c'est ainsi que nous percevons, dans notre domaine espace-temps à 4 dimensions, les résultats des interactions se produisant pleinement dans les dimensions cachées du substrat quantique.
Avant d'examiner les implications de cette nouvelle manière d'interpréter les lois de l'univers, revoyons en résumé les deux principales caractéristiques de cette nouvelle interprétation. La première grande différence entre cette nouvelle théorie et la théorie standard est l'existence d'un nouveau domaine où les événements se produisent réellement, et le fait que ce sont les événements actualisés via les transferts d'énergie qui constituent l'espace-temps. Mais nous avons aussi constaté l'importance des réponses des récepteurs dans les interactions. En général, les physiciens ne se concentrent que sur l'émetteur pour décrire comment le champ ou les ondes se comportent. Mais comme je vous l'ai montré, l'atome émetteur initiait les interactions avec tous les récepteurs potentiels. En réalité, c'était une idée du légendaire physicien Richard Feynman et de son brillant collègue John Wheeler, qui s'appelait la théorie de l'action directe. Mais à l'époque, elle était destinée à d'autres applications, et Feynman et Wheeler avaient choisi des solutions alternatives pour les problèmes immédiats qu'ils voulaient résoudre. Mais encore une fois, nous verrons dans les prochaines vidéos comment cette interprétation, en y ajoutant des développements apportés plus tard par d'autres physiciens, nous aidera à mieux comprendre ce qui se passe vraiment dans notre univers.